Et merci beaucoup. Les questions sont ouvertes. Oui, je parle le premier, donc je vous remercie pour votre intervention très passionnante. Vous n'avez pas cité l'avis quand même très défavorable du Conseil national de l'ordre des médecins. Oh, Je veux dire, vous êtes extrêmement aimable avec le Conseil de l'ordre. L'avis très défavorable qu'ils ont mis 18 mois à pondre, très défavorable en disant déjà qu'ils ne s'opposent à rien puisqu'ils sont légalistes. Le Conseil de l'ordre a fait le service minimum. Vous avez raison, ils ont dit non à l'euthanasie. Mais ils ont fait le service minimum dans la mesure où ils ont mis plus d'1 an, parce que nous, responsables services, on les a harcelés pour qu'ils prennent la parole. Ils ont mis 18 mois à répondre. On ne peut pas dire que ce soit des soutiens très, très majeurs dans notre combat éthique. Mais tu as raison. On aurait besoin de soutien. On n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On n'a pas dit, par exemple, il y a 800 000 professionnels représentés par l'organisation syndicale et professionnelle qui ont fait une tribune ouverte dans le monde en disant non à l'euthanasie, il ne faut pas abîmer la relation de soins. Soigner n'est pas compatible avec administrer la mort. Oui, mais il y a plein d'autres choses. On a commencé le travail, ça fait 2 ans qu'on travaille à mi-temps là-dessus. Et donc, Pascal a fait un mémoire de recherche de 350 pages sur l'impact de l'euthanasie sur les médecins. Un travail assez passionnant. Et si elle n'est pas morte, non, elle ne peut pas mourir parce qu'elle a un pacemaker. Donc, elle ne va pas mourir et donc elle va finir son doctorat de philosophie sur ce sujet. Donc, on va avoir 450 pages passionnantes sur l'euthanasie. Et justement, les médecins français ont eu une idée de la proportion qui est très… Donc, les enquêtes menées par l'ASFAB disent que la grande majorité est tout à fait opposée, et non seulement opposée, mais démissionnerait dans des hôpitaux. C'est ça aussi, parce que, en fait, il y a une impossibilité de protéger l'institution. On pourrait dire, ici, on ne pratique pas, par exemple. C'est illégal, c'est impossible à défendre sur le plan juridique. Donc, il y aurait beaucoup de démissions, une majorité en tout cas. Et surtout, la question est que si ce ne sont pas des personnes compétentes, c'est-à-dire c'est surtout les médecins de soins palliatifs qui savent faire avec l'interdit, ça veut dire qu'on vous dit, vous aurez une clause de conscience. Très bien, qu'est-ce qui se passe avec la clause de conscience? Ça veut dire, j'abandonne le patient, alors que c'est quand même règle numéro 1 du soin palliatif, c'est de ne pas l'abandonner. Et puis 2, je le laisse entre les mains de personnes qui ne savent pas faire. Et quand ils ne savent pas faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent la seringue. On a eu le témoignage d'une infirmière belge avec laquelle je suis intervenue dans une conférence et qui a commencé à travailler en Belgique au tout début de son activité. Et elle raconte que les médecins qui ne savent pas faire ou qui n'ont pas envie de faire donnent des mauvaises doses d'antalgiques, donc ne soulagent pas les gens. Donc la personne le lendemain dit qu'elle souffre toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On lui propose l'euthanasie. Voilà, c'est réglé. Donc c'est quand même très, très inquiétant. Alors, quand on parle de la demande du patient, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. On m'a demandé de donner des cours à Bruxelles il y a quelques mois, dans un EHPAD. Il est passé la scène terrifiante suivante. Une femme demande l'euthanasie. Le médecin co de cet EHPAD envoie une équipe de soins palliatifs pour un premier avis. L'équipe de soins palliatifs dit que c'est un peu déprimé, pas du tout bien pris en charge, non recours à l'euthanasie, retour à l'EHPAD et on change de traitement. La famille est furieuse, la malade est très très malheureuse et le médecin généraliste, potentiellement euthanasieur, est furieux. Deuxième avis de soins palliatifs auprès d'une deuxième équipe qui dit cette dame est déprimée, elle n'est pas bien soignée, il ne reste pas d'euthanasie, retour à l'EHPAD. Et là, la famille pique un coup de sang, le généraliste aussi, et 2 jours après, l'équipe de cet EHPAD atterré a vu passer quelqu'un avec une valise. Bonjour, je viens euthanasier Madame Attel. Et 2 heures après, Madame Attel était morte. J'ai rencontré cette équipe d'EHPAD. Et alors, ça n'a pas été facile. Et alors, c'est la loi chez nous, vous savez, Monsieur Gomas, c'est comme ça. Banalisation du mal. Donc, je les revois dans 15 jours. Je vais revenir sur la question. Alors, et ils vont me dire, c'est la loi. Vous, les Français, vous êtes en retard. Oui, on est accusé. Moi, quand j'ai rencontré les médecins belges, on me dit que vraiment, on est des sauvages. On laisse les gens. On héroïse les euthanasie. Pardon? Oui, volontiers. Oui, c'est vrai. À mon âge, on décide très vite.
À 11h, pas de yaourt, à midi, les hydrateurs, c'est ça le problème. Moi, j'ai ça. Une question, oui. Je suis là, j'interviens en activité mobile, j'interviens dans l'hôpital, et ça m'est arrivé cette situation en France, en région parisienne, où c'était l'annonce du médecin généraliste, qui n'était pas le médecin local, qui était un médecin extérieur, et de la famille pour un patient, il fallait que je passe un certificat pour aider à la démarche d'euthanasie dans le monde. Tu fais des symptômes aussi. Je l'ai refusé. Pose de conscience. J'ai rencontré la personne, elle avait besoin d'un traitement plus adapté, et j'ai pas fait de certificat, mais de toute manière, je n'étais pas vraiment au clair et je ne voyais pas très bien ce qu'on me demandait d'aller faire. Mais ça m'était très compliqué, c'était le début de mon arrivée de l'activité mobile, avec, ça a été compliqué avec le médecin généraliste, c'était curieux. Mais alors, finalement, on a fait les deux, ils sont venus à moi. Voilà, même à mon fait de service, ça a été monté comme participer à la prise en charge. Il y a à peu près 20-30% des médecins qui seraient prêts, disent-ils, à participer au geste. Tous les pays étrangers nous montrent qu'en fait, c'est moins de 5%. Moins de 5% sont prêts à pousser la seringue. 30% se disent très favorables et 70% se disent pas opposés, mais c'est des gens qui n'ont jamais vu un mourant de leur vie. Les dermatologues, les ophtalmos, et parce que il faut bien comprendre que c'est dans le courant de la société. Liberté, autonomie, j'ai le droit, comme je veux, où je veux, quand je veux, et je l'exige. C'est génération, j'ai le droit. Là, avec mes étudiants, je le vois bien, comment ça a changé en 30 ans. La réceptivité de mon enseignement est reçue de manière totalement différente. Quand vous apportez les preuves scientifiques, alors évidemment, le Covid a détruit la rigueur scientifique et a détruit la confiance dans le monde scientifique, à juste titre, parce que la banque de Claude a vraiment été au-dessus de tout, et du coup, les gens n'y croient plus. Quand l'autre jour, on fait une conférence ensemble à Annecy, et Pascal montre communique les chiffres de la commission de contrôle belge. Donc, vous avez vu certains. À la fin, il y a une dame qui vient la voir et dit: ce que vous avez dit sur la Belgique, là, je ne suis pas d'accord, ces chiffres, ce n'est pas ce que je connais, vous les sortez d'où? Parce qu'elle répond: bah, c'est la commission de contrôle belge. Et la dame dit, ouvrez les guillemets: ah oui, mais quand même. Les faits sont démentis par mon opinion. Hein, fermez les guillemets, les faits sont démentis. Je ne pense pas ça, donc ce que vous me dites, c'est faux. Y compris quand c'est factuel, incontournable, indiscutable. C'est compliqué. Je crois qu'il y a surtout une chose qui est importante, c'est que les intellectuels comme Enthoven autres veulent faire croire que c'est ma liberté et que ça n'impacte personne d'autre. Et c'est là où vraiment il y a quelque chose qui est un nœud essentiel, c'est que ça transforme une société, ça impacte tout le monde. Ça impacte les familles, ça impacte les choses, ça impacte les médecins, comme si ça n'avait pas impacté vraiment largement. Il a été jusqu'à dire que ça éviterait de monter en hôpital. Oui. Pas tirer sur une ambulance, quoi, ils sont. Mais le problème, c'est ça. Raphaël Enthoven est le compagnon de la directrice de France Inter, ça facilite les liens, et Comte-Sponville aussi, ça c'est sûr. Et là, pour la situation, en fait, on ne pouvait plus trop penser à partir du moment où c'était une demande de la famille. Je pense qu'il y a des enjeux financiers, malheureusement, c'est bien fait. Et après, on a finalement un médecin, mais qui n'était pas un médecin de nulle part, c'était vraiment un médecin de secteur. Hein, Il voulait l'euthanasie. Mais vous avez même pu penser, ce monsieur, finalement, il avait besoin qu'on améliore son traitement, il avait probablement besoin de soins palliatifs. Hein, et tout ça n'était pas. Voilà. À partir du moment où c'est prononcé et qu'on peut. On n'arrive plus, c'est ça, ça dépasse en fait. Enfin, c'est une question sur l'écran. Avez-vous connu des situations où les personnes changent d'avis à la dernière minute? Vous disiez que la procédure prenait quelques minutes, c'est court. Peut-on réellement décider en toute conscience de sa propre fin de vie? Quelle bonne question. Oui et non. Oui, on peut se suicider et nous avons des exemples de gens non malades qui veulent se suicider. Mais quand vous vous suicidez, vous, jusqu'à la dernière minute, vous pouvez changer d'avis. Quand vous organisez votre euthanasie, et nous avons des exemples, quand toute la famille est là,
Vous avez trinqué de champagne, Il y a une que le scène, médecin a installé c'est une mise en scène théâtrale. C'est terrifiant. Le bouquin de Noël Châtelet, il fait froid là-dedans. Incroyable. Mais Noël Châtel ne s'est toujours pas remis. Hein. Alors, on est en train de vous dire là, je vous en supplie, ceux qui nous voient à distance et ceux qui sont à la salle, pitié, ne mettez pas tous pour un compte sur les réseaux asociaux ce soir. Hein, on a assez de problèmes de diffamation comme ça, parce que quand vous dites quelque chose de factuel, vous vous faites attaquer quand même. Je Non. précise que on a négocié, on enregistre à la condition effectivement qu'on puisse éditer aussi ce qu'on met en ligne, Voilà. parce que effectivement, on est obligé d'être très prudent, y compris en termes de vocabulaire, parce que moi je pensais à ça tout à l'heure. C'est au début, dans le champ de la prévention du suicide, quand on a commencé à parler suicide assisté, nous on était genre, faudrait appeler ça autrement, parce que c'est pas de ça dont on fait la prévention. Et finalement, en fait, ça devient tellement un mot valise, ce truc-là. Et moi je trouve intéressant parce que par exemple, je mésusais très clairement du terme d'euthanasie. Voilà, merci de ça. Parce que moi, ça me permet aussi de revenir à quelque chose où, si on est carré sur les définitions, dans l'absolu, le suicide assisté est un suicide. C'est bien ce qu'on a montré. Non, c'est une euthanasie. Si le malade n'a pas. Alors, je prends ma casquette, parce qu'alors, je parle de ça. Je prends ma casquette d'expert judiciaire. Non. On ne décide pas de C'est le juge qui qualifie. Quelqu'un s'est suicidé. S'il y a une procédure ouverte, il y aura une enquête pour savoir quel est le degré d'implication qui permettra au juge de qualifier cet acte. Est-ce qu'il s'est suicidé peu ou est-ce qu'il a participé de quelques millimètres ou pas à son geste et ça sera un suicide assisté. S'il n'a rien fait, c'est un homicide. La différence juridique est colossale. Mais en théorie, on peut même dire qu'actuellement, enfin, s'il y a une grande débat auprès des juristes, actuellement, la loi française, les termes de la loi française ne contredisent pas la possibilité de l'assistance au suicide. Ce qui n'est pas théoriquement interdit d'aider. Ce qui est interdit, c'est la promotion du suicide. Mais l'assistance, c'est pas du tout pareil. Alors évidemment, on n'est pas là, c'est subtilité juridique. Voilà, on est mais oui, mais il faudra changer l'APD. Faudra changer. Il faudra changer ça. Les 4 critères d'un ancien personne en péril, puisque maintenant on dit personne en péril vont devoir être changés. Mais je vous rappelle que si Firmin Lebaudot, je pense, n'a pas tout à fait conscience de ce qu'il est en train de faire, il va falloir changer la totalité de tous les textes qui règlent notre vie en société. Depuis la Constitution jusqu'au Code de la Sécurité sociale, en passant par le Code de santé publique, le Code pénal, le Code civil, tous les règlements intérieurs des hôpitaux, tout. Il faut tout changer, et le Code de déontologie inscrit au Code de la santé publique, tout, parce que tous nos textes depuis 1789 sont dans le respect de la vie, quelle que soit sa difficulté. Et il faut bien comprendre que, alors il a du mal à intégrer, ce d'en haut, c'est une rupture anthropologique. Il y a un chiffre intéressant qu'on n'a pas donné, enfin qui n'est pas vraiment chiffré, mais que nous a donné Théo Bauer en Hollande, donc avec une euthanasie qui existait depuis 20ans, les suicides continuent à augmenter. Oui, c'était la ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que c'est quand même, je trouve que c'est quand même un élément déterminant. Il ne faut pas faire croire que ça va régler quoi que ce soit. Les suicides, tu l'as rappelé, les suicides des personnes âgées, c'est des fenestrations, noyades, saisons. Oui, c'est terrifiant. Alors ça, à partir de 2024, tous ces gens-là vont avoir accès à une kill pill, parce que c'est très probablement ce qui va être décidé. Donc, on va finir les boucheries du TGV, de la Soyenne, de la Porte-des-Eaux. Mais il y en a quand même qui continueront à se suicider comme ça. Si, ça peut être un peu moins violent, mais ce n'est pas les mêmes. Tu as tout à fait. C'est pas les mêmes. C'est intéressant de savoir qu'on ne se pose pas la question de comment aider ces gens isolés, seuls, etc., qui sont en souffrance. Voilà, parce que j'avais parlé de ça, on est quand même à l'envers d'une réflexion médicale et humaine. C'est ça. Vraiment humaine. On n'a pas trop parlé de la notion de dignité. Que dans la trilogie, il y a ça. C'est-à-dire qu'on oublie toujours, on parle d'autonomie, on ne parle jamais de la dignité avec, et c'était le propos de Christina Poletto-Forget la dernière fois. L'idée, effectivement, qu'on n'arrive pas du tout à sortir, à dépasser une pensée qui dit une vie non autonome n'est pas une vie digne. Oui. Mais le CCNE est directement responsable de ça. Pour la première fois, un avis du CCNE évacue la dignité. C'est une rupture très grave, ça. C'est ça. Vraiment fondamentalement d'un comité d'éthique. On doit éviter d'éthique. Oui, un premier médecin, un deuxième médecin, en tout cas une deuxième consultation, oui.
Belgique ou Suisse? On parle du suicide assisté, donc en Oregon Et ensuite, et en Suisse. Alors en Suisse, En amont, ensuite, il doit vérifier les critères, mais comme on a dit qu'il n'y a pas de loi en Suisse, c'est les critères déterminés par l'association. Théoriquement, la personne doit être en fin de vie et doit être avec une pathologie incurable. Je dis bien théoriquement, parce que maintenant, la personne qui dit simplement « je suis vieille, j'ai plus envie de vivre, voilà, j'ai mal là », ils ont des médecins qui signent. Une fois de plus, très peu, mais Maladie incurable, dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas comme ça. En plus, c'est vraiment des critères en Suisse, seulement je dis bien, ils ne sont pas légaux, il n'y a pas de loi. Chaque association fait son critère. Et quand on a il y a un film qui est fait par la Fondation Le Jeune, le réalisateur a fait une caméra cachée chez Dignitas en Suisse. vous voyez, Ça dure 3 minutes. Ils sont 2 hommes à consulter Dignitas en disant on vient pour nous prendre, il y a un vieux monsieur qui ne veut plus vivre. Et donc on ne voit pas, c'est flouté bien entendu, on a caché, l'infirmière répond, et qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Non, il n'est pas vraiment malade, il est juste vieux, et puis il en a marre. Et l'infirmière dit, il suffit que son médecin fasse un certificat, qu'il a un peu mal là, qu'il a un peu mal là, et ça passera. C'est dit comme ça. Alors, ce film, la Fondation Le Jeune n'est pas une des fondations les plus progressistes, je le sais. Et donc, non, Moi, j'avais les Non, mais je vous assure, j'ai été contacté par la Fondation Le Jeune en tant qu'expert en disant est-ce que vous voulez participer à un film? Je suis un des principaux acteurs de ce film qui dure 1h30. Je parle internement 20 minutes dans ce film. Et alors, c'est un film très militant, très punchy, trop raide à mon avis, mais qui a énormément de qualité. Pas seulement parce que il y a beaucoup de tournages dans et un surtout, il y a plusieurs tournages et la première caméra cachée au monde, Oui, on avait en Europe, on n'a jamais vu ça, d'un type qui froidement dit mais il suffit que votre médecin dise que votre ongle a un peu mal partout et je l'euthanasie, j'ai une place dans 15 jours. Enfin, je l'euthanasie, c'est très non, glaçant. Hein, quand même. je le suiciderai s'il le Donc il n'y a plus demande. de critères en fait. Hein. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que l'euthanasie et Pardon, suicide sont deux territoires contigus. L'euthanasie à un malade qui le demande mais qui ne fait rien, ça reste de l'euthanasie. Aider un malade qui veut se suicider et qui participe au geste, c'est suicide assisté. Vous voyez que les deux territoires ne sont pas loin. Qu'est-ce qui fait la différence? L'intentionnalité et la participation au geste. Alors là, franchement, c'est du juridique. La participation au geste et l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en étant la procédure juridique, si elle est ouverte. Si elle n'est pas ouverte, open bar. Et est-ce qu'on a une idée de, justement, entre ceux qui sont dans une procédure de suicide assisté et ceux qui sont dans une procédure d'euthanasie, combien font demi-tour? Alors beaucoup en suicide assisté, que ce soit en Suisse ou en Oregon. En Oregon, on sait que si on fait le rapport entre le nombre de prescriptions et le nombre de personnes qui ont ça, 30 à 40% des gens ne vont pas au bout. C'est quand même pas mal. C'est fabuleux. L'euthanasie, on n'a pas les chiffres, on n'arrive pas à les avoir. Les Belges disent qu'il y a beaucoup de demandes auxquelles on ne donne pas suite, mais en réalité, ce qu'on sait nous, parce qu'on a quand même beaucoup de témoignages qu'on ne peut pas utiliser puisqu'ils restent anonymes, voilà, il n'y a pas tant de refus que ça, quoi. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure avec cette personne qui dit ben moi, je sais que je peux me suicider un jour, et du coup, ça met la vie dans quelque chose. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel nous, en tant que psychiatre, on est extrêmement souvent confrontés. Bien sûr. Notamment avec des gens qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Et effectivement, on travaille avec ça avec eux. On travaille avec ça parce que ça leur appartient et qu'effectivement, on travaille sur le concept de souffrance, c'est pas sur le concept de mort. Et à partir du moment où il y aura cette possibilité, effectivement, que ça soit délivré, ça me terrifie. Ah ben, c'est justement ça. Canada. Parce qu'après tout, Canada. quelque chose qu'on peut penser, C'est pas choquant, d'ailleurs, on travaille avec choquant avec chaque année, je tire s'il y a une situation souvent la liberté, on peut quand même le suicide et les libertés. L'ultime liberté. Chacun fait ce genre d'exercice. Mais dans l'exercice d'une forme de subjectivité. Oui, c'est vrai que Mais moi, je suis toujours très emmerdé que la question se pose socialement. C'est-à-dire que nous, en tant que groupe, qui sommes-nous pour dire à un sujet oui, je suis d'accord. Là, c'est un. On respecte votre idée tout en vous expliquant que le problème n'est pas là. C'est pas le problème de la psychiatrie. Là, on n'a rien à foutre du symptôme. Ce qui m'intéresse, c'est la souffrance et la vie. Exactement. Et là, on va arriver à ce que tu décroches de ce symptôme. Alors, on va souffrir. Ouais.
Moi j'ai une remarque sur le manque de référence aux magistrats dans ces commissions d'évaluation, dans la mesure où il est quand même c'est le garant des libertés individuelles. Et je trouve que si on veut décaler les médecins de toutes ces décisions, y compris de commission d'aval, il faudra introduire un magistrat. Ça peut être intéressant, c'est ce que tente de faire l'Autriche en mettant un notaire. Oui. Pas vraiment. Dans, Pourquoi un notaire, je ne sais pas comment est structuré leur organisation, mais c'est la vérification du consentement. nous rencontrons une soixantaine de hauts fonctionnaires du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui ont demandé à nous rencontrer pour nous entendre sur ces sujets-là. C'est très probablement intéressant. C'est quand même les décideurs droit. de notre pays. Conseil d'État, on se frotte les mains à l'avance de ce déjeuner de travail qu'on va avoir avec eux. D'abord parce qu'on va voir enfin les gens qu'on ne voit jamais, qui ne sont jamais médiatisés, dont le devoir de réserve leur interdit de s'exprimer, et ils nous invitent à huis clos dans une réunion de travail par un autre avis. Moi, j'espère qu'en plus, il va être en retard au début de l'après-midi et qu'on va prendre vraiment le temps de discuter. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, c'est génial. Même si nous savons qu'au sein de ces instances, il y a des gens qui, dans leur vie privée, sont dans la transcription absolue, et donc ils sont évidemment favorables aussi, pas opposés à d'autres transgressions juridiques. Mais on va voir, on les voit dans 15 jours. Moi, je suis très impatient de ce temps de travail parce que ce sont eux qui rayent des choses. Or, il faut que vous sachiez aussi qu'on a l'air de traiter tout le monde de pantin. Là. Non, c'est quand même un peu plus raisonnable que ça. Notamment, il y a des gens qui ne sont pas des pantins au gouvernement, c'est les services juridiques. Il y a des vrais connaisseurs du droit qu'on n'a pas encore rencontrés et qui vont commencer à travailler sur les textes de préparation de la loi, les attendus et les commentaires. Vous savez, un article de loi, c'est 5 lignes. Il y a 3 pages de commentaires et d'arguties juridiques en dessous. Et là, donc nous qui avons travaillé sur ces sujets-là, c'est des semaines de travail pour une loi qui fait 6 articles. Des semaines de travail. Donc, on sait qu'on a aussi à rencontrer ces responsables juridiques qui sont pour l'instant dans l'ombre. On espère qu'on va les croiser, qu'on va échanger avec eux. Parce que nous, nos experts juridiques nous font remarquer toutes les complexités. J'étais donc hier à ce congrès avec une prof de droit de Grenoble géniale qui a fait remarquer le nombre de balises juridiques que le gouvernement ne pouvait pas franchir sur le suicide assisté, parce que ça ferait péter tout le système. Donc, est-ce que ça va être un acte médical? C'est pas un soin, ok, parce qu'on considère que le soin est quelque chose de positif et d'aide. Mais est-ce que c'est un acte médical? S'il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, est-ce qu'il a besoin d'être à la nouvelle nomenclature des actes médicaux pour faire partie des actes? C'est des semaines de boulot. Hein? Pardon, parce qu'on a aussi des qui n'ont pas la possibilité, eux, de s'exprimer directement. Donc déjà, des remerciements d'une collègue du DAC 92 Nord, voilà, qui était désolée de devoir nous quitter, mais qui tenait à vous remercier. Et puis, cette question qui est, peut-on dire finalement, la question de l'euthanasie est aussi une question spirituelle. Alors, c'est une grande définition de la spiritualité. Moi, je pense que oui, bien entendu. On franchit un interdit fondateur, quand même, qui est l'interdit de tuer. C'est pour ça que, pour moi, la différence entre euthanasie et suicidacité est là aussi majeure. C'est que l'État donne une caution à quelqu'un de tuer une autre personne. Ce quelqu'un a beau être un médecin, c'est quand même un homme comme les autres et c'est quand même un acte qui est tout sauf médical. Donc oui, pour moi, il y a une vraie question spirituelle. On peut parler, on n'est pas du tout dans l'art. Il y a eu un débat très intéressant avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est un des seuls intellectuels à être opposé à l'euthanasie. Quand même, Et il y a eu un débat que j'ai écouté avant-hier entre Raphaël Enthoven et Houellebecq. Raphaël Enthoven regardant Houellebecq en disant « Mais dis-moi, vous êtes bien la dernière personne, j'aurais pensé, opposée à l'euthanasie. » Et Houellebecq en fait une question de sacralité, non pas forcément de la vie au terme religieux, mais sacralité de la vie au terme d'humanité consciente. Et je pense que c'est quand même, là, au moment où on touche le spirituel. Alors après, c'est une question de, je veux dire, chacun la vivra comme il veut le vivre, mais on est quand même dans quelque chose de... Bon, Houellebecq n'est pas un type simple parce qu'elle a travaillé avec lui. C'est pas ça. Mais il a une extrême acuité intellectuelle là-dessus, et c'est effectivement un des rares intellectuels qui prend publiquement la parole en disant. Alors, la spiritualité, je vous pose une question à tous en disant, le mourant a-t-il une âme? Le psychotique suicidant a-t-il une âme? La réponse est oui.
Mais vous voyez que ce n'est pas simple non plus. Et nous, en enseignement universitaire, la spiritualité dans la relation de soins, c'est un grand chapitre qui fait ébullitionner nos groupes d'étudiants. Parce que le regard sur le monde, le regard, votre rapport au monde et à votre être profond, conditionne, interpelle, convoque votre spiritualité. Et là, on voit bien aussi que la société contemporaine a beaucoup de mal, les jeunes générations ont beaucoup de mal à intégrer le mot spiritualité dans les réseaux associés. Dans la représentation du monde, dans TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, parler de spiritualité, c'est quand même pas simple. Or, clairement, nous avons tous une âme, au sens spirituel du terme, indépendamment de vos choix religieux, que je vous laisse assumer, grand bien vous fasse. Et là, on ouvre un chapitre extrêmement compliqué de la relation. Mais oui, je suis totalement d'accord avec vous, c'est lié à la spiritualité, à l'être au monde et à mes rapports avec mes frères en humanité. Une des bases du soin palliatif, donc je suis enseignant de soin palliatif, une des bases du soin palliatif, c'est l'autre est un autre moi-même. Je paragraphe le bon Paul Ricoeur, l'autre est un autre moi-même. Et donc, si je suis à son service quand il est malade, je suis au service de mon humanité par ricochet, par solidarité. Finalement, c'est égoïste peut-être, mais c'est aussi, franchement, une solidarité de base qui me construit, qui fait sens dans ma vie et dans ma vie de société. Qu'est-ce qui fait sens dans la société si ce n'est pas notre solidarité, notre spiritualité partagée sur le sens de nos vies? Certains ne sont pas d'accord avec ces analyses. Certains pensent que ça n'existe pas. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce qu'il y a des études sociologiques qui ont fait des types en fait, de qui se suicide par suicide assisté et du coup les liens économiques que ça a en fait? Que ce soit les morts par euthanasie ou les morts par suicide assisté en Oregon, les personnes les plus touchées sont les personnes les plus pauvres et les plus isolées. Ouais, bah ouais. Donc là, il y a pas de c'est pour ça que c'est quand même très intéressant de voir nos intellectuels de gauche continuer à faire la promotion de l'euthanasie parce que ça touche véritablement d'abord cette population-là, en priorité. Je voudrais poser une petite question organisationnelle. Je n'ai pas bien compris comment. Est-ce qu'il y a un lien entre les unités de soins palliatifs, les soins, les identifiés soins palliatifs et les équipes mobiles? Est-ce que tout ça, c'est une cohérence? Oui, alors on détaille ça dans le livre, c'est très très simple. Vous avez des gens pas malades, et puis des gens malades menacés par une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est l'entrée en démarche palliative. Vous avez une maladie qu'on ne peut pas guérir. On a tous une maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est la date de naissance. Ok. Mais indépendamment de la date de naissance, vous avez une maladie neurologique, cardiovasculaire, diabétique, le cancer, ça va plus vite, le diabète. Donc on rentre en démarche palliative. La démarche palliative peut durer des années. Puis vous vous rapprochez de votre angoisse de mort et de votre fin de vie parce que votre maladie évolue, quel que soit votre âge. Vous êtes en soins palliatifs. Et dans le dernier mois de votre existence, vous basculez, non, vous ne basculez pas, vous devenez en fin de vie. Fin de vie, la diapo s'est coupée tout à l'heure. Dernière semaine, phase terminale, dernier jour, agonie, dernière heure. Et ça, cette dimension de temporalité de la fin de vie est prise en charge en ambulatoire, en hôpital à domicile, en consultation de soins palliatifs. Puis le jour où vous avez besoin d'être hospitalisé, vous pouvez, dans les services d'aigus, séjourner dans des lits identifiés de soins palliatifs qui sont des petits secteurs des services d'aigus où on identifie que vous vous approchez de votre fin de vie et vous n'avez peut-être pas besoin de toute la technique que vous aviez 2 mois avant parce qu'elle n'est plus utile. Puis, quand vous vous approchez de votre fin de vie, les fins de vie les plus compliquées vont dans les unités de soins palliatifs qui sont des lieux d'exception de recherche où on prend les malades les plus compliqués. Un malade qui est bien calmé et qui s'approche de sa fin de vie n'a pas à être dans une unité de soins palliatifs. Si ta fin de vie est simple et que vous étayez comme une petite bougie qui s'éteint avec les bons médicaments, vous n'avez pas à être dans une unité de soins palliatifs qui est réservée aux abracadabrantesques, aux problèmes éthiques, aux malades très compliqués bourrés de tuyaux partout. Donc, on a une complexité croissante et qui aboutit à l'unité de soins palliatifs. Normalement, et c'est ce pourquoi nous nous battons avec les ministres depuis 30 ans, depuis que les soins palliatifs existent en France, les soins palliatifs devraient pouvoir être faits partout, les soins palliatifs généralistes devraient pouvoir être faits en psychiatrie, en gériatrie, en médecine interne, en diabéto, en néphro, partout, et les plus compliqués, avoir recours à des équipes spécialisées de soins palliatifs, voire une unité de soins palliatifs.
voyez, il y a une complexité qui rend nécessaire les équipes Et spécialisées. les équipes mobiles de soins palliatifs peuvent intervenir dans les hôpitaux, mais pour certaines aussi en réseau, en lien avec Les la EHPAD, etc. Alors, il y a des grands problèmes de disponibilité des produits, dont on vient de faire l'expérience. Depuis décembre 2022, théoriquement, la ville doit avoir accès à l'Ipnovel, enfin aux produits qui permettent les sédations. Et en réalité, on a vérifié pour des raisons familiales personnelles, les pharmacies n'ont pas accès. C'est-à-dire que vous demandez le produit à la pharmacie, on vous dit que c'est illégal, qu'ils peuvent pas l'avoir, etc. Donc, il y a encore une discordance entre les annonces qui sont faites en disant on peut faire du soin palliatif jusqu'au bout à domicile, mais il n'y a ni, la plupart du temps, ni le personnel compétent, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible, ni même les produits. Donc, la mise en pratique nécessite encore. Il y a un combat, je crois, c'est aussi la fermeture des lits de long séjour. J'ai travaillé dans une maison de cure médicale, ils ont fermé en 20 ans, 50 000 lits de long séjour, durée de séjour dans ces unités, 1 mois et un an et demi. Et là, les gens ils mouraient, il y a quand même beaucoup de gens qui mouraient dans cette structure-là. Et maintenant, les gens, on les dirige vers les EHPAD. Et donc, vous savez que les moyens sont bien plus faibles. Les gens débordés, on se retrouve avec HDR et J'ai rencontré. c'est vraiment incroyable, vu la démographie, le vieillissement de la population. On ferme 50 000 lits, c'est un rapport de Bigas. Et les moyens qui restent, vous les laissez bien encore ouverts. Oui, Le niveau de ce Et maintenant, ils mourraient. Moi, j'ai eu 1 an et demi, c'est en fin de vie quand même. Les patients sont seuls chez eux. Incroyable. J'ai rencontré hier une responsable de observative de l'ARS de la région où se tenait le congrès. Et je lui dis rapidement quelques éléments. Je regarde. Absolument pas comprendre ce que j'ai en train de dire. L'ARS. Si on regarde les chiffres de la santé, les chiffres qui ont pu augmenter sont les administratifs. Des chiffres très intéressants, une publication dans l'Express. Donc, en fait, on augmente l'administratif régulièrement et les personnes réellement. Il y a un article récemment avec deux principes qui sont donnés. Soignants qui passent dans l'administratif, une fois infirmière, il y a plein de. C'est génial, l'histoire. C'est génial, l'histoire. Je suis fantastique. Donc, vous voyez, chers collègues, à quel point on est à un tournant de civilisation. C'est pour ça que la question, c'est un tournant de civilisation. Ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que psychiatre, si demain, on parle du suicide assisté et ou de l'euthanasie, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, vous? Alors, justement, ce n'est pas la question que je vais poser moi. À part se balader sur le site de la SFP, tout ça, aller chercher désespérément des infos, râler tout seul sur son fauteuil, assister des petites conférences avec des collègues, clairement dans le fait que ça va peut-être travailler. Est-ce que dans les contacts que vous avez vous, est-ce qu'au niveau psychiatrique, il y a quelque chose qui existe? Alors, j'étais très malheureuse avec les psychiatres, parce que c'était moi qui avais dit que je me chargerais de rencontrer des psychiatres. J'en ai rencontré un certain nombre, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous. On va relayer un projet de tribune qui a été monté par qui me rappelle Gourevitch notamment. Voilà. Et justement, leur idée, c'est qu'il y a beaucoup trop d'angles morts dans la réflexion qu'on est en train de mener, je le résume, et notamment justement du côté de la question de la dignité. En fait, c'est quand même un angle mort. À notre je crois que vous parliez de la souffrance psychique. C'est quand même, vous savez. C'est par rapport à la on a l'impression qu'on parle du psychiatre comme d'autres. Voilà. Et ça manque de lien. C'est pas un psychiatre seul qui va. Pardon. Ça, et puis d'autre part, il y a toute la crainte par rapport à la mélancolie. Mais comme le disait un ami psychiatre, puisqu'on a beaucoup d'amis psychiatres, c'est d'ailleurs eux qui font. On a plein d'amis psychiatres qui ont été importants dans la décision d'écrire ce livre.
Parce qu'on s'était reçu que plein de nos amis proches, ah bon, cette consultation, mais pourquoi? Parce qu'ils n'y connaissaient rien, ils ne faisaient pas d'accompagnement, il n'y avait pas de structuration là-dessus. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait écrire un livre pour nos collègues, pour nos amis soignants, des psychiatres qui. Mais donc, pour qui c'était une révélation. Alors, nous, on voulait. Nous, on est. Enfin, je dis nous, c'est un peu ceci qu'on en fait, qui est vraiment une lettre d'information sur la prévention du suicide, qui va beaucoup aller psy, mais pas que, et qui a reçu en fait ce projet de tribune, et qui va être donc relayé sur le blog. Si vous êtes inscrit à la newsletter d'un suicide pour un, vous recevrez le texte. Ce qui est important, c'est que vous travaillez entre vous, c'est une bonne chose, mais c'est que vous fassiez connaître au grand public. Il faut des tribunes dans la presse générale. C'est dans le texte, mais ça serait Ah oui, vous savez, Il fait signer par des psys. Donc voilà, donc c'était passé à On est neuf, alors, ouais. C'est un peu tombé, c'est pas ta caution, La psychiatrie publique, moi, je suis publique. On est au cœur voilà, on est courage dans les systèmes nerveux, et il y a quand même un sujet qui a fait partie. Il y a beaucoup de monde dans l'hôpital, c'est le respect de la liberté. Patient, c'est pas ça qui veut partir. Non, mais comment dire? Oui, respecter la liberté. Mais on nous demande des choses impossibles. Avec la loi, l'intervention des juges, on nous demande de soigner correctement, mais de respecter également la liberté des personnes, mais de faire des soins sans consentement quand il y a nécessité, mais de faire les services ouverts parce qu'on ne peut pas fermer les services parce qu'il faut respecter. Mais on nous demande de ne pas surtout bien les surveiller sans moyen, parce que si toutefois ils sortent des services ouverts et qu'ils vont commettre la question de la liberté, de respect de la liberté, et là c'est un peu ça quand même, c'est la liberté. Ça. Donc on est un peu malmené les psychiatres. La liberté d'une façon On dirait, mesdames et messieurs, première euthanasie dans l'église au Canada. dans une église. Dans une église. On a dit que c'était n'importe quoi. On est 24 heures sur 24, on est remis là-dessus. Une femme a été tuée par ses docteurs dans sa propre église avec tous ses legal strategies, pride over her, avec tous les gens autour d'elle. Euthanasie en église. Le Canada, c'est un peu que c'est liberté à tout prix, quelle que soit la folie, parce que la liberté est au-dessus de tout. Bien sûr, mais on voit les dérives au Canada. C'est ça le concept complètement nouveau. Donc l'idée, ce qui serait formidable, c'est que vous arrivez effectivement à proposer une tribune de votre point de vue sur l'impact possible d'une transformation de la loi. Je pense que c'est essentiel. On a une question. Oh, merci, Tony Balan, pour votre excellente question. Votre propos, c'est de laisser totalement le choix de sa fin de vie à qui il veut, parce qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'empêcher quelqu'un de décider de son ultime liberté. Mais ça, c'est le plan individuel. Ah oui. Moi, je travaille comme expert pour le collectif. Le collectif ne peut pas se permettre, à la vitesse ridicule où c'est préparé, sans attendu, sans préparation, sans réflexion, d'ouvrir grandes les vannes, puisque nous avons la preuve absolue que tous les pays étrangers sont incapables de contrôler. Eh ben, on ne va pas ouvrir un truc dont on sait que c'est impossible de le contrôler. Donc, il faut réfléchir à que les gens puissent avoir une liberté, mais pas n'importe comment, parce que notre société doit faire sens comme société et pas être un monde de barbares. Et l'alternative, elle a toujours existé, c'est l'ultime liberté de se suicider. Et évidemment, il ne me viendrait pas à l'idée de revenir là-dessus. Mais sur un plan collectif, il faut faire attention à ce qu'on en trouve, puisque nous avons les exemples que c'est la barbarie en Hollande, au Canada et en Belgique, où c'est open bar. Alors, et Tony Ballan rajoute, donc il faut organiser. Absolument. Ce qui nous semble actuellement pour faire une articulation entre la demande de la société et ce qui serait le moins pire, c'est effectivement prendre le modèle, entre guillemets, de l'Oregon, c'est-à-dire d'autoriser le suicide assisté sous des conditions strictes et avec une absence totale de publicité. Je crois que c'est vraiment les deux éléments essentiels. Et mettre un pourquoi pas, et surtout qui permet de continuer une prévention du suicide. Donc, on peut articuler ça, ce qui respecterait d'une certaine façon la liberté et qui en même temps ne mettrait pas en péril et le monde soignant qui serait vraiment trop en difficulté, et j'allais dire, et la société tout entière, parce que quand on fait sauter un verrou comme ça, c'est quand même une autre affaire. Un État qui cautionne la possibilité d'administrer la mort est quand même
Une vraie question. Je trouve intéressant que notre président ait quand même employé, dans d'autres circonstances, mais le terme de décivilisation. Je trouve ça très intéressant. Il a utilisé ce mot il y a une quinzaine de jours dans un contexte de violence, hein, il n'est pas le même, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui est en train de se jouer là. Ouais. Mais moi, juste pour revenir, parce que par rapport à la question qui était posée là, je dirais la même chose. Ici, on est au centre de prévention du suicide. Et moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, il y a de ça 16 ans, un programme de prévention du suicide des personnes âgées, dans les réunions publiques, je me suis fait toper, mais tout de suite, en mode, pourquoi vous les laissez pas mourir tranquilles, les petits vieux? Mais moi, je sais que je l'ai déjà raconté, parce que ce qui m'a amusé, c'est pas tant la question, ma réaction, comment j'ai répondu et comment je me suis dépatouillé, c'est que j'avais pas prévu qu'on me la pose. Comme quoi, j'étais vraiment un boy scout, moi. Parce que, en fait, c'est une question que tout le monde se pose. Sauf que, justement, j'ai fini par entrer dans quelque chose qui est, c'est ce que chacun se représente de sa subjectivité mise en jeu dans une vie non autonome. Et donc, je perçois ma propre vie comme indigne. Et quand on leur pose la question des autres, ah non, les autres, évidemment, je respecte leur vie. Et j'ai fini par trouver cette formule pour répondre à ça, c'est mon boulot à moi n'est pas d'empêcher les gens de mourir. Voilà, je fais de la prévention du suicide tous les jours, c'est clinique, mais mon boulot n'a jamais été d'empêcher les gens de mourir. Merci beaucoup. Et moi, mon boulot d'expert en soins palliatifs, je n'ai jamais empêché quelqu'un de mourir non plus. Je ne prolonge pas les agonies. Ouais. Je laisse. Alors, sauf que, ce que je précise, parce qu'on en parlait à l'instant avec Judith, aujourd'hui, on reçoit en consultation quelqu'un qui dit « je vais rentrer chez moi et je vais me suicider ». Est-ce qu'on l'hospitalise contre son gré? Est-ce qu'on contraint les gens, comme tu l'as dit, on est d'accord que le cadre cadre de Mais en tout cas, ça ne termine pas par jour. Chez moi. On est bien d'accord. Nous avons discuté de ça avec un médecin suisse, le suicide assisté. Lui, il part du principe que quand un patient le consulte, c'est un médecin généraliste suisse, et lui dit « je veux me suicider », évidemment, il s'en occupe. Évidemment, il ne le laisse pas sortir de chez lui, évidemment, voilà. Il dit « moi, je suis médecin », et si la personne est venue me le dire, faire une demande, c'est une interpellation, c'est une adresse à l'autre. On a été déjeuner avec ce type qui est dans la thérapeutique, qui est un type plein d'expérience et plein de justesse, et il nous a dit avec un certain humour, mais un certain nombre de malades qui m'ont dit ça, ils ne sont pas sortis de mon bureau. Ils ont été directs à l'hôpital. Bah oui. Et évidemment, on n'est pas médecin. C'est là où tu l'as très subtilement dit tout à l'heure, cette espèce d'ambivalence, de contradiction juridique sur les limites de la liberté, ce qui est autorisé ou pas, avec quels moyens. Il y a une espèce de contradiction de la société de ce point de vue-là. Alors là, les intellectuels, on les a lâchés depuis un moment. Rien. Hein, il n'y en parle pas. Donc, c'est vraiment très compliqué. Certains juges ne sont pas très au clair non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, sur la limite, cette espèce de subtil mélange de liberté, autonomie, protection d'autres, quand il a perdu la liberté d'être conscient de sa propre autonomie, parce qu'il est écrasé par une maladie, enfin, c'est le boulot tous les jours. Donc, oui, c'est compliqué, ça. Ouais. Et puis, encore une fois, des vraies confusions, j'ai des confusions de langue, c'est autre chose, mais sur la notion d'euthanasie, j'y reviens, parce que moi, encore, je l'ai mésusé pendant longtemps, j'ai appelé euthanasie des soins palliatifs corrects. Ah, c'est pas du tout. Bah non, mais c'est intéressant. Mais je pense que je suis pas le seul. C'est-à-dire que dans l'imaginaire qu'on a, nous, grand public, il y a quand même ça derrière. Donc, si vous dites que vous êtes contre l'euthanasie, vous dites que vous voulez que les gens souffrent. Mais pas du tout. Voilà. 6 000 morts. J'ai publié, hein, on m'a demandé de publier ma vie, hein, enfin, entre guillemets, elle fait pour rire. J'ai publié, donc, j'ai accompagné 6 000 malades jusqu'à leur mort dans ma vie. J'étais spécialiste de gériatrie compliquée, de moratologie, de douleurs sensatives. Il n'y en a pas un que j'ai retenu par la main. Ils sont tous morts, le mieux calmé possible, à leur histoire naturelle. Et je vous rappelle, là, je fais court, que pour mourir, il faut un corps abîmé et un esprit qui lâche prise. Nous avons des preuves absolues. Philips 90, c'est ma propre étude en 2015. Le malade peut décaler la date de son décès de 8 jours s'il attend une date ou s'il veut voir quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Et le jour de son décès, il décède devant quelqu'un, pas au hasard, 9 mètres sur 10. C'est-à-dire qu'il attend que la chambre soit vide pour s'arrêter de respirer, ou bien il attend la visite parmi les autres ou la seule. Au total, 90% des patients ne décèdent pas par hasard le jour où ils décèdent. C'est intéressant. Je pense que dans la vision de l'euthanasie, c'est oïdanatos, hein, c'est quand même l'étymologie.
Et tout le monde utilise bien la bonne mort. Sauf que la piqûre et l'injection directe, ça veut dire que c'est une bonne mort. Hein. C'est ça l'euthanasie. C'est pas une histoire, je pense. Il y a quand même un groupe où Plus les malades étaient accompagnés, plus c'est parti de la chance. Voilà. C'est pour ça que. De toute façon subjective. C'est c'est pas prouvé. anodin s'il est mort comme ça. C'est prouvé. La chambre. Alors, Philippe 190 a montré que les malades restaient vivants à l'agonie pendant 10 jours et décédaient juste après la date qu'ils attendaient. Et nous, on a prouvé que le jour du décès n'était pas un hasard, la minute n'était pas un hasard. Le dernier souffle ne se prend pas, il se donne. Et c'est le malade qui décide à qui il le donne ou qui il protège. C'est spectaculaire. Et ça confirme. Chaque fois que je parle de cette étude-là, il y a la moitié de la salle qui fait ça, parce qu'on a tous connu ces gens qui attendent une visite ou qui justement attendent qu'il n'y ait plus personne dans sa caisse. Et c'est cool. Alors, les journalistes, je viens d'envoyer une tribune là-dessus. À la Croix, j'attends la réponse, savoir s'ils vont le... Il y a 2 journaux qui sont très, très friands d'articles pro ou relatifs, c'est la Croix et le Figaro. Malheureusement, vous avez certains organes de presse qui refusent tout papier qui ne sont pas pro-euthanasiques. Il n'y a pas de discussion. Oui, on est en difficulté. On parle du choix d'aller au Figaro ou à la Croix. La presse. Comme ça, C'est zéro. Rien. Parce qu'ils pensent que ce sont des conneries, donc il y a le public, il n'y avait pas de débat. Seul le Figaro ou la Croix, le Monde de temps en temps et encore, c'est le Monde. S'il y a eu incroyablement dans l'humanité une fois, non, dans Charlie Hebdo. Charlie Hebdo a publié, on a en publié pas un encore truc sur la Belgique, on n'en est pas revenu, c'est une ancienne journaliste du Figaro, je ne sais pas comment on passe de Figaro à Charlie Hebdo, mais bon, c'est comme ça, et elle a passé un truc très intéressant sur la Belgique, factuel, une fois de plus, hein. On nous dit qu'on l'attaque pas, on dit ce qui se passe, mais c'est mal vécu, évidemment. c'est une journaliste sur la santé du Figaro, ils sont assez apolitiques. Non, mais on a des très bons rapports avec plein de journalistes, mais c'est autre chose. Il y a une journaliste qui nous dit: votre livre est fantastique, je suis tout le temps dedans pour trouver mes réponses. Vous n'avez jamais parlé dans le papier. Oui, mais mon comité de rédaction, je suis obligé de faire attention. C'est-à-dire il faut dire qu'on est édité chez un éditeur catholique, hein, qui est le seul à avoir voulu des livres. Alors, ça a été des surprises intéressantes. Moi, c'est un livre que je ne connaissais pas. Donc, une découverte, mon découverte. Enfin, bon, mais le livre a le mérite d'exister, sinon on aurait quand même eu quelques difficultés. Mais c'est contre-productif pour les libraires. Mais c'est intéressant, hein. Moi j'ai découvert des choses. Si vous êtes édité chez un éditeur catholique, il y a des libraires qui ne prennent pas, et pour les journalistes. Voilà. J'ai de Tony encore. Est-ce que Montpellier, c'est national? Oui, la réponse est oui. Oui, absolument. La réponse est oui. Il y a des philosophes qui ont écrit là-dessus. Peut-être si vous pouvez lire la question, parce que je suis pas sûr que les collègues qui sont chez eux. Alors, est-ce qu'on peut lier cette direction vers l'euthanasie massive que vous décrivez avec l'évolution de la population occidentale face au spirituel? La religion, moins prédominante, la croyance religieuse, laissez la question de la mort alliée. Alors oui, la question de l'euthanasie est souvent liée au rapport, la différence du rapport aux religions et à la diminution de l'adhésion. La religion, c'est la C'est peut-être aussi ce qui fait penser que c'est un progrès social, parce qu'il y avait aussi l'interdiction des mois d'avant, il y a etc. Comment vous articulez avec le progrès social? C'est l'idée justement qu'on se détache du religieux, mais au sens dogme, précisément, la société a aussi vu ses mœurs évoluer dans quelque chose qu'on peut qualifier de progrès, au sens où ça permettait un vivre ensemble tout en permettant l'expression d'une subjectivité grande, notamment dans ses choix, son orientation sexuelle, etc., etc. Et on a du mal à concevoir ça comme quelque chose qui permet une vie plus digne, mais collective, voilà. Et donc un progrès social. Je peux le dire, si je résume, il y a cette idée-là. Mais du coup, oui, je pense, on a tous peut-être ce fantasme de en s'éloignant du religieux, on progresse forcément. C'est-à-dire, en fait, c'est depuis. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tout le monde cherche désespérément à se raccrocher à quelque chose. Et à recevoir des choses de complexité aussi. Parce que, voilà. Il faut bien qu'il reste des règles. Que ce soit simple.
Là, on est passé dans un individualisme qui voudrait dire que chacun fait sa propre règle. Vous parliez de dignité tout à l'heure. Maintenant, la nouvelle définition de la dignité, c'est ce que je pense digne de moi-même. Ce qui est une définition totalement subjective et qui est plutôt une estime de soi qu'une dignité. Parce que la dignité, on va pas revenir sur les grandes conceptions philosophiques, elle est vraiment ontologique et on la remet jamais en question. Mais il y a un truc amusant sur le religieux. Vous regardez autour de vous quand vous vous promenez dans la rue, dans les boutiques. Il y a partout des vierges, des trucs, c'est absolument sidérant. Moi, je trouve ça très amusant. On est dans un rejet absolu et vous voyez des anges, des vierges, des Christ de tous les côtés, des ex-voto, c'est multiplié partout. Mais parce que ça fait partie de la pop culture maintenant. Ah bien. Mais c'est pas anodin. Pour devoir s'acheter, c'est pas anodin. Voilà, merci. Merci. Bon, chers amis, merci beaucoup pour votre écoute, pertinente et Alors maintenant, vraiment, moi, je dis, on attend de vos écrits, vos témoignages, vos inquiétudes. Je crois qu'il faut, si vous voulez, on en est au point où la seule chose qu'on peut faire par rapport au monde politique, c'est marquer le fait que le monde soignant est opposé à l'euthanasie, opposé au suicide, opposé à ça par rapport à ce que ça représente. Et vous, psychiatre, vous dites, parce que vous êtes quand même un verrou majeur à ce niveau-là. Parce que c'est vous qui connaissez la scientifique mieux que les autres, en particulier. Et c'était vraiment important que vous écriviez des choses et que vous manifestiez votre position. Et vous pouvez écrire à vos députés, à vos sénateurs. Nous, on peut se faire le relais, on peut rester en lien pour passer des tribunes. Parce que là, je ne sais pas comment toujours, mais on peut essayer. De la part des députés, ce serait bien. Attention,